Chers amis, je vous salue. Bonsoir en ce mardi 29 janvier 2019. Je me connecte pour faire un bref point de ce que j'appelle l'actualité du goulag africain, en commençant bien sûr par l'événement du jour en Côte d'Ivoire, à savoir l'incarcération maintenue de l'honorable Alain Michel Lobognon, mon ami et frère, compagnon de lutte, connu comme étant l'un des cadres et des membres de la galaxie du leader générationnel Guillaume Kigbafori Soro de très longue date. Il m'a semblé nécessaire d'apporter quelques réflexions à la compréhension de cet événement et à la mesure de la gravité de ce qu'il représente. Au regard d'ailleurs du déroulement de l'actualité de ces derniers jours. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue dans cette vidéoconférence. J'en ferai deux, relativement courtes, je l'espère, ce soir, parce que je reviendrai également dans une deuxième vidéoconférence tout aussi courte sur l'actualité carcérale du goulag camerounais, en lançant un message à l'adresse du président Maurice Kamto et de l'ensemble des citoyens, des progressistes, des humanistes de ce pays en lutte également contre une dictature. Je commence par l'événement du jour, en vous souhaitant à tous la bienvenue. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, je vous souhaite la bienvenue. Et je rappelle que l'objet de notre rencontre de ce soir, c'est ce que j'appelle la nouvelle formule de la dictature ivoirienne, un tweet, 1 an de prison. Ça, c'est le message que je vous prie de relayer. Alassane Ouattara adresse au peuple de Côte d'Ivoire un message très fort ce jour. Si vous faites un tweet, un seul tweet qui ne lui plaît pas, le nouveau dictateur des lagunes nous donne une information très forte, vous aurez 1 an de prison. Un tweet, 1 an de prison. Comme il se trouve que j'ai le privilège de pouvoir échapper à la capacité du dictateur d'Abidjan de jeter un homme en prison pour un tweet, moi je vais faire donc évidemment une vidéoconférence. Et j'en ferai plusieurs. Et je ferai plusieurs tweets. Et j'invite tous ceux d'entre vous qui veulent absolument récupérer la liberté d'expression que le dictateur ivoirien actuel est en train de retirer à la totalité de sa population, je vous invite à vous engager tous à faire le maximum de tweets critiques envers le régime dans le même style que ceux du député Alain Michel Lobognon, de telle façon qu'il y ait tellement de tweets critiques que le nombre de places que M. Ouattara peut avoir en prison en Côte d'Ivoire ne soit pas capable d'héberger tous ceux qui vont faire des tweets critiques. C'est un exercice de liberté politique auquel je vous invite aujourd'hui. Alassane Ouattara, à travers les juges accroupis, et notamment le procureur stipendié d'Abidjan Adou Richard, envoie au peuple de Côte d'Ivoire et à la face du monde un message. En Côte d'Ivoire, il y a un homme politique qui détient la fonction de président de la République, qui est à la tête d'un gouvernement. Ce gouvernement cumule les 3 pouvoirs de la République. Ce gouvernement cumule le pouvoir exécutif. Ce gouvernement cumule le pouvoir législatif. Et ce gouvernement cumule le pouvoir judiciaire. Si vous critiquez un membre du gouvernement, mieux encore un substitut d'un membre du gouvernement actuellement au pouvoir, si vous écrivez un tweet, vous avez 1 an de prison. Un tweet, 1 an de prison. Voilà le visage réel qu'offre ce soir au monde entier la Côte d'Ivoire version Alassane Ouattara. Alors, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y en a qui ont peut-être oublié l'histoire de l'embastillement
de l'incarcération d'Alain Michel Lobognon. Il y en a peut-être qui ont oublié pourquoi ce soir, un juge ivoirien, soi-disant indépendant, prétend que pour un tweet, Alain Michel Lobognon mérite 1 an de prison et 300 000 francs CFA d'amende. Je voudrais, dans cette vidéoconférence, vous me connaissez, indiquer le bref plan que je vais suivre dans mon exposition pour éclairer l'opinion et la jugeote de ceux qui doutent encore de l'enjeu fondamental des libertés aujourd'hui violées en Côte d'Ivoire et de la gravité de la forme que cette violation des libertés prend aujourd'hui. Au commencement de l'affaire qui conduit mon ami et frère, l'honorable député Alain Michel Lobognon, en prison, il y a une élection municipale, une élection régionale. C'est l'élection municipale du 13 octobre 2018. Je parlerai donc d'abord de l'histoire de cette élection et de comment cette élection aboutit par un enchaînement d'événements, un enchaînement de causes et d'effets dont seul le destin a le secret, à l'incarcération arbitraire d'un député de Côte d'Ivoire, Alain Michel Lobognon. Ensuite, j'indiquerai la signification que cette incarcération qui se prolonge ce soir revêt pour le peuple de Côte d'Ivoire et revêt pour l'avenir immédiat de la démocratie ou des luttes démocratiques en Côte d'Ivoire. Et enfin, je conclurai sur ce qui me paraît être la sortie inévitable d'Alain Michel Lobognon, libre et innocent de la geôle dans laquelle, ce soir encore, Alassane Ouattara, de son propre gré, le maintient. Tels seront les 3 moments de cet exposé. Si vous en partagez l'esprit et la logique, vous pouvez d'ores et déjà partager ce qui va être dit, le développement des 3 points, ayant pour but de fixer chacun sur la signification de ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan. Comme vous le savez, nos vidéoconférences font l'objet de nombreuses attaques cybernétiques. Chaque fois que nous avons à prendre la parole, une horde d'individus stipendiés s'essaye, en utilisant les moyens, les outils cybernétiques et les outils notamment du cyberterrorisme, à empêcher l'évolution de notre propos et la réalisation de nos directs par des signalements. Le secret contre ce terrorisme médiatique, ce sont bien sûr les likes. Ce sont les likes, ce sont les j'aime, j'adore, ça m'amuse, ça me plaît, etc. Bref, les réactions de ceux qui suivent la conférence. Plus vous réagirez, mieux la qualité et la fluidité de cette conférence vous parviendra. Je donne ces détails techniques pour que vous compreniez l'importance d'être actif, par des commentaires bien sûr, actif aussi par des likes, actif en tout cas par des émoticônes qui en réalité maintiennent l'administration Facebook dans la conviction que ce que je dis vous intéresse. Alors ça peut vous intéresser, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, mais ça peut vous intéresser d'abord au sens où vous seriez intéressé à savoir ce que j'en pense. Voilà chers amis pour les conditions de mise en œuvre du programme de ce soir. Je ne peux pas commencer le programme de ce soir sans d'abord saluer l'extraordinaire courage, la sérénité morale dont l'honorable Alain Michel Lobognon, mon ami et frère, mon compagnon de lutte, a fait preuve tout au long de son incarcération, commencée maintenant il y a bientôt plus de 2 semaines. Extraordinaire sérénité, extraordinaire clarté d'expression, d'argumentation, dont il a fait preuve aujourd'hui devant le tribunal d'Abidjan. Je voudrais ici saluer ce combattant, cette force tranquille, cette force ferme, cette force déterminée qu'est Alain Michel Lobognon. Cher Alain, tu verras sans doute un jour la présente vidéoconférence. Et quand tu la verras, souviens-toi que là où, dans le cachot du dictateur Alassane Ouattara, tu dors ce soir, dort notre liberté. Là où
dans le cachot, la prison dans laquelle le dictateur Alassane Ouattara t'enferme ce soir, dort notre dignité. Là où ce soir, tu repars en attendant le procès en appel qui a été interjeté par tes avocats, sache que tu séjournes avec notre conviction que nous gagnerons la bataille de l'instauration de l'état de droit en Côte d'Ivoire avec toi. Et qu'aujourd'hui, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la tristement célèbre MACA, devient la maison de fabrication des héros de la nation ivoirienne qui émergera dès 2020, au plus tard, des décombres de ce régime infect. Je commence par dire cette profession de foi, qui est une conviction d'analyste politique, conscient que le régime Alassane Ouattara, le régime Ouattara, est en train aujourd'hui d'amonceler sur lui les cendres. Et ensuite, bien sûr, la braise ardente qui fera et qui feront sa ruine. Premier point. Alain Michel Lobognon n'est pas en prison aujourd'hui pour avoir maille avec la justice directement. Il y a eu l'élection du 13 octobre 2018, une élection qui, comme vous le savez, a été émaillée par une violence, notamment à l'initiative des membres du pouvoir, des membres du soi-disant parti unifié du RHDP. On a vu à Abobo, M. Ahmed Bakayoko, dont les états de service commencent d'abord par un échec au probatoire en Côte d'Ivoire, un échec aux études supérieures au Burkina Faso, où il se rend et obtient au forceps le bac, je ne sais après combien de fois, lequel individu revient au début des années 90 en Côte d'Ivoire, ou dans les campus ivoiriens, sous le régime finissant du président Félix Houphouët-Boigny, il se fait recruter comme loupard casseur de grève estudiantine. Le sieur Ahmed Bakayoko, aujourd'hui ministre soi-disant de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, est entré, non pas par la voie de la défense des justes de Côte d'Ivoire dans l'arène politique ivoirienne, il entre dans les années 80-90 dans l'arène politique ivoirienne comme un casseur de liberté, un briseur de liberté. Et c'est cet homme qui est aujourd'hui à la tête des nouveaux escadrons de la mort, chapeauté par le quatuor mortel Amoudé, Tito, Zigueï et Dacia. 4 individus loufoques qui aujourd'hui organisent, avec la milice que M. Ahmed Bakayoko a été chargé de monter dans l'armée ivoirienne, les enlèvements, le kidnapping, le harcèlement. Cet homme-là, violent avec son chef, le président Alassane Ouattara, la loi de Côte d'Ivoire qui interdisait à un ministre de cumuler les fonctions de maire et les fonctions de ministre, s'est fait élire de force par un tripatouillage à ciel ouvert, des déversements de billets de banque à tous les carrefours d'Abobo, des achats et des fabrications de fausses cartes électorales. Cet homme s'est fait élire en démultipliant les bureaux de vote, de décomptage, lors de la nuit électorale. Cet homme se fait élire en faisant assassiner Lansine Koulibaly, l'un des scrutateurs du candidat qui lui faisait face, l'honorable Koné Tefour, OPK 18 d'Abobo. Cet homme-là, c'est lui qui est le ministre de la Défense. Et voilà comment il est devenu soi-disant maire d'Abobo, commune de 2 millions d'habitants qu'il a la prétention de gérer en même temps que le ministère d'État de la Défense de Côte d'Ivoire. J'ai eu à faire remarquer en son temps qu'un cumulard a ceci de particulier qu'il n'est efficace nulle part. C'est le cas de M. Ahmed Bakayoko. Le 13 octobre 2018, on a également vu ce qui s'est passé à Port-Boué entre M. Siandou Fofana, représentant le régime Ouattara, RHDP, et M. Emou, qui a fini par gagner, après la reprise, cette élection. Là encore, ce sont les gens de M. Siandou Fofana, arbitrés et protégés par les milices du pouvoir, qui étaient de perpétrer les violences ayant pour but de tordre le cou à l'élection, et de s'imposer comme maire de Port-Boué. Au passage, M. Siandou Fofana
lors de sa campagne, ça donne d'ailleurs à une pratique que le RHDP est en train de labelliser. L'utilisation des images des morts contre leur propre volonté. De la même façon qu'on voit aujourd'hui, lors du soi-disant congrès, mais en réalité, comme on l'appellera tout à l'heure, le congrès, c'est-à-dire en réalité un mélange saugrenu de soi-disant congrès et de soi-disant meeting, eh bien, on a bien vu que l'effigie de ce congrès et du nouveau soi-disant RHDP consistait à prendre une image du défunt président Houphouët-Boigny en fond de toile et mettre devant l'actuel président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Le problème, c'est que cette récupération de l'image du président Félix Houphouët-Boigny s'est faite au mépris de toutes les règles juridiques, de toutes les règles démocratiques et même de toutes les règles éthiques et spirituelles. Ça s'appelle du pillage de mémoire. Et c'est exactement ce que le candidat Siandou Fofana a fait à Port-Boué. Il a pris l'image de la regrettée madame Hortense Akangui, une femme décédée, qui repose en paix dans sa tombe. Il l'a mise en fond de son logo de campagne et il s'est mis devant. Je cite ces petits faits pour vous montrer qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le RHDP incarne la politique fantomale, la politique mortifère, la politique des tombeaux, la politique démoniaque. Car c'est cette politique-là seule qui peut voir quelqu'un se permettre de déterrer l'image d'un mort contre son avis, contre l'avis de sa famille, contre l'avis de sa famille politique naturelle, et de l'utiliser comme étant son image à lui, et de s'improviser héritier. Alors qu'en réalité, il a toujours été un spécialiste de l'effraction dans la République. C'est ce qui s'est passé dans la commune de Port-Boué. Mais on a vu la même chose dans la commune de Grand-Bassam. À Grand-Bassam, l'élection a dû être reprise 2 fois. Et à chacune de ces reprises, le pouvoir RHDP a organisé, massivement organisé, une violence ciblée contre les candidats, les électeurs et les bureaux de vote où le candidat Georges Ezalé, maire sortant issu du PDCI-RDA, était en train de gagner avec une marge incontestable. Aujourd'hui, la Cour suprême, une cour malheureusement accroupie, s'est permis de reconnaître l'élection de M. Jean-Michel Moulot comme maire de Grand-Bassam, avec un seul argument. Rendez-vous bien compte, l'argument qui a été retenu par la Cour suprême, pour ce qui concerne Grand-Bassam, c'est de dire que si on avait reconnu, lors de la reprise de l'élection, le 16 décembre, finalement, qu'il fallait reprendre l'élection en raison des fraudes, des violences qui ont de nouveau émaillé la reprise des élections, bref, s'il fallait reprendre l'élection de Grand-Bassam pour une 3e fois, il y avait de forts risques que cela perturbe l'ordre public. Entendez bien, les juges de la Cour suprême ont confirmé la soi-disant victoire de M. Moulot uniquement pour protéger la paix. Si vous comprenez le raisonnement de la Cour suprême, ça veut bien dire qu'en réalité, ceux qui menacent la paix, ce sont ceux à qui on a laissé la direction de la commune. C'est précisément parce que M. Jean-Michel Moulot était prêt à utiliser la violence et a utilisé régulièrement la violence lors de l'élection de Grand-Bassam que la Cour suprême, soi-disant pour protéger en quelque sorte la paix et la stabilité, la sécurité, a préféré lui abandonner une commune dans laquelle il n'a pas gagné les élections. Vous pouvez appliquer ce concept de victoire pour la paix et la stabilité, vous pouvez l'appliquer rétrospectivement à l'attitude des juges envers la mascarade de M. Ahmed Bakayoko à Abobo. Vous pouvez appliquer ça à Port-Boué. Vous pouvez appliquer ça au discours du président Alassane Ouattara lui-même qui dit que tant que lui, il sera vivant, il y aura la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Tant que lui sera vivant et qu'il sera au pouvoir, il y aura la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ça veut donc dire que si jamais il doit ne pas être au pouvoir, la Côte d'Ivoire sera en guerre. La Côte d'Ivoire sera en conflit. La Côte d'Ivoire sera à volo. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut que vous réussissiez à comprendre ce que j'appelle les sophismes pervers d'Alassane Ouattara, autant son masque de technocrate, de brillant manager, de banquier, d'anciens étudiants des universités américaines, d'anciens directeurs généraux adjoints du Fonds monétaire international, pour revêtir les oripeaux d'un individu finalement narcissique, dangereux, pervers, qui ne supporte pas la contradiction. J'insiste pour dire qu'à Grand-Bassam, une fois de plus, tout le monde sait que c'est Georges Ezalé qui a gagné, puisque la Cour suprême dit
qu'elle ne veut pas reprendre les élections à Grand Bassam parce qu'il y a un risque de trouble pour l'ordre public. Quel est le candidat qui a organisé à Grand Bassam la violence pour l'ordre public, contre l'ordre public, pour obtenir au forceps sa victoire électorale? C'est le candidat du RHDP. Je vous ai cité là 3 lieux d'élection municipale. Mais j'en viens au 4e, parce que c'est dans le 4e lieu d'élection municipale qu'éclate un conflit qui explique que mon frère et ami Alain Loboyon se retrouve aujourd'hui injustement incarcéré. Au plateau, là on a vu ce que les Ivoiriens appellent si bien le koutia. Le koutia, c'est la tricherie flagrante dans le parler nouchi ivoirien. On dit ils ont fait koutia. Il y avait un soi-disant communicant du président Alassane Ouattara, un de ses conseillers à la communication, un certain monsieur Fabrice Sawignon, connu pour son arrogance, son outrecuidance extraordinaire sur la place de Côte d'Ivoire. Mais outrecuidance qui correspond parfaitement au caractère inversement proportionnel de sa sagesse. Cet individu, Fabrice Sawignon, croyait qu'il suffisait de faire de bons logos, de belles images, de belles vidéos, pour gagner la confiance des habitants du plateau. Lors donc de l'élection municipale du plateau d'Abidjan, qui est, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent Abidjan, le plateau c'est la commune administrative. C'est là que se trouve l'essentiel des grands buildings de la capitale économique et de fait politique ivoirienne. C'est là que se trouvent les sièges des entreprises, des banques les plus importantes du pays. C'est une commune de très grands enjeux et c'est là que se trouvent les bureaux de la présidence de la République. Eh bien, M. Sawignon, envoyé du parti présidentiel pour gagner l'élection de la commune, mord la poussière dans les urnes. Il est lamentablement laminé. Que fait M. Sawignon avec son équipe le 13 octobre, donnant au 14 octobre? Moi, j'ai eu en direct des informations vécues sur le terrain par les équipes. J'ai été en contact direct pendant l'action avec des personnes appartenant d'ailleurs aux 2 équipes de candidats. M. Sawignon fait ramasser les urnes dans lesquelles il a perdu au plateau et il les fait traverser toute la ville d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent le plateau, quand vous quittez le plateau et que vous allez jusqu'à Angré, c'est-à-dire à l'autre bout de la commune de Cocody, vous traversez la ville d'Abidjan avec des urnes, avec la prétention qu'on ne pouvait pas dépouiller correctement les urnes au niveau du plateau et qu'on irait les dépouiller à un endroit plus sécurisé au niveau d'Angré, un endroit plus sécurisé qui s'est retrouvé être proche de la résidence d'une personne de sa famille. Cet individu, malheureusement, fait face à une organisation intrépide du candidat sans bruit, Jacques Ewo, mon frère et ami, que je salue, car c'est un brillant combattant de la démocratie ivoirienne. Il faudra compter avec lui dans la République qui est en train de naître sur les décombres de la 3e République de M. Ouattara. Il faudra compter avec Jacques Ewo, il sera là. C'est lui le maire du plateau. C'est lui le maire élu du plateau. C'est lui le député de cette commune. Et c'est lui que les électeurs veulent et que les citoyens veulent. Que le président Ouattara le veuille ou pas. C'est lui. Eh bien, grâce à l'intrépide mobilisation des proches de Jacques Ewo et des militants, des électeurs qui l'ont élu, c'est le rodéo dans la ville. Sawignon fuit avec les urnes et les électeurs et la campagne, l'équipe de campagne de Jacques Ewo le suit jusqu'au bout du monde, jusqu'à Angré. Et malgré tous les dépouillements possibles, au moment où Sawignon s'autoproclame élu, il commet l'erreur d'oublier que l'élection du plateau a été en particulier observée par des observateurs issus de la représentation française à Abidjan. Et que très rapidement, l'information va que c'est Jacques Ewo qui a gagné dans les urnes. Voilà comment le nouveau dictateur des lagunes se fait taper sur le bout de doigt très rapidement par les puissances qui sont représentées à Abidjan et qui lui disent « Vraiment, vous avez triché à Bobo, vous êtes en train de tricher à Port-Boué, vous êtes en train de tricher à Bassam, mais ici dans le quartier administratif où toutes les officines des grandes démocraties du monde sont représentées, Monsieur le Président, dites à votre type là, dites à Fabrice Sawignon qu'il a perdu. Dites-lui qu'il a perdu, qu'il aille voir sa maman, qu'elle lui prépare des crêpes. Dites-lui qu'il a perdu. » Voilà comment après s'être autoproclamé, avoir tenté de s'autoproclamer vainqueur de la commune du plateau, Sawignon, pliant sa queue, tel un chien battu sous la pluie,
reconnaît sa défaite après avoir posé des actes de violation de la loi électorale, sans jamais être convoqué dans le moindre commissariat, sans jamais être convoqué par le moindre procureur d'Abidjan. Vous rendez-vous compte? Jacques Ewo gagne. Et le nouveau dictateur des lagunes, Alassane Dramane Ouattara, prend cela comme une offense personnelle. D'autant plus qu'il avait voulu régler les comptes pour contrôler la commune du Plateau en pourchassant le maire précédent du Plateau, n'est-ce pas, M. Noël Akossi Benjo, un haut cadre du PDCI-RDA, qui a eu l'intelligence tactique de se retirer en France pour ne pas être humilié davantage par M. Ouattara. Ce M. Ouattara qui oublie tout le temps qu'il est venu passer ici à Mougins pour se cacher de la répression ivoirienne, quand c'était dur pour lui. Ce M. Ouattara qui devient le nouveau exileur des Ivoiriens, lui qui fut exilé, n'est-ce pas, et qui exile aujourd'hui M. Akossi Benjo au motif qu'il y aurait une mauvaise gestion dans la commune du Plateau. Mais diable, mais diantre, s'il y a mauvaise gestion dans la commune du Plateau, qu'en est-il de la commune d'Abobo, tenue pendant pratiquement 15 ans, 16 ans par le RDR, avec un certain maire nommé Adama Tunkara, ministre du pétrole, dont le nom a été cité dans un nombre incalculable de scandales de prévarication, y compris dans la gestion de la mairie d'Abobo, où il s'était installé avec son clan, et où, parmi ses adjoints, on comptait des dames qui sont au cœur de l'appareil du RDR, comme Mme Kandia Kamara, comme Mme Peumont. Ce sont ces gens-là qui, pendant 16 ans, ont entretenu la commune d'Abobo dans une misère absolue, tout en n'y habitant pas, et en continuant à gérer ses budgets sans le moindre contrôle, sans la moindre contradiction. Jamais le juge ivoirien ne prend la peine d'aller voir ce que les hauts cadres du RDR ont fait dans la plus grosse commune de la ville. Mais ces juges utilisent des arguties financières pour traquer M. Noël Akossi Benjo dans une république où on sait que tout le clan présidentiel assis sur les manettes financières pratique les conflits d'intérêts, dans laquelle on sait que les marchés de gré à gré, les marchés publics de gré à gré sont distribués à des renégats, à des voyous, à des gringalets comme Adama Bictogo. Dans une république où on sait que le Koutia gère les affaires. C'est dans cette république que le faisceau à tête chercheuse du dictateur va au plateau accuser Noël Akossi Benjo. Et quand Jacques Ewo gagne, on réactive l'affaire. On instrumentalise la justice pour empêcher Jacques Ewo d'exercer ses fonctions de maire. Maintenant qu'il faut empêcher Jacques Ewo d'exercer ses fonctions de maire, on se bute devant un problème. C'est que Jacques Ewo est député. Et que le député ivoirien, selon la constitution actuelle, qui date de 2016, et notamment son article 92, ne peut pas être poursuivi pendant tout le temps de sa législature si l'Assemblée nationale, réunie en bureau au moins, n'a pas autorisé la poursuite. Ils se heurtent à ce problème-là. Ils veulent arrêter Jacques Ewo pour absolument imposer la solution que M. Issa Diakité, ministre de la Sécurité, contrôle la commune du Plateau. Mais pour faire cela, ils doivent violer la Constitution. Bon, c'est vrai que M. Ouattara a un rapport assez sadique avec les constitutions. Il aime les violer. C'est une vérité scientifique. Il n'y a qu'à écouter la conférence donnée par M. Laurent Dona Fologo, expliquant comment, en 1993, M. Ouattara l'avait convoqué, lui, Dona Fologo, secrétaire général du PDCI-RDA d'alors, pour violer la constitution de Côte d'Ivoire et faire que ce soit le premier ministre qui succède au président Houphouët-Boigny mourant, et non pas le président de l'Assemblée nationale, comme le prévoyait à l'époque l'article 11 de la Constitution. D'ailleurs, je constate que ce monsieur Ouattara a toujours eu des problèmes avec les présidents de l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale, c'est là que sont nées les démocraties de style occidental que nous pratiquons aujourd'hui en Afrique. La mère des démocraties, c'est le Parlement. C'est là où les parlements sont apparus que la démocratie sous la forme moderne est née. En 1993, il harcèle le président de l'Assemblée nationale, Bédié, qui est le dauphin constitutionnel, et il veut le contraindre à abandonner le pouvoir. Bédié est solide, notamment parce que Bédié tient encore l'armée et que l'armée lui obéit, et il ne tombe pas. La succession se fait. Mais maintenant, au plateau, M. Ouattara veut récupérer à tout prix la commune du Plateau parce qu'il considère comme une humiliation pour lui
qu'un militant du PDC-RDA devenu entre-temps parti d'opposition gagne au plateau. Alors, il se met à harceler M. Jacques Ewo. Le 9, 10, 11 janvier, la maison de Jacques Ewo est encerclée par des éléments du CCDO. Le CCDO, le centre de commandement opérationnel d'Abidjan, c'est une partie de la police éminemment formée et cornaquée par les hommes de M. Ahmed Bakayoko, ancien ministre de l'Intérieur, actuel ministre de la Défense, et qui agissent bien souvent au-delà de la loi. Ces individus, habillés en vêtements de force de l'ordre, mais qui sont en réalité une milice incrustée dans l'armée, vont encercler le domicile de Jacques Ewo pour le forcer à se rendre à une convocation d'un juge, au mépris de la loi ivoirienne, au mépris du règlement de l'Assemblée nationale qui a valeur de loi constitutionnelle et qui dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas arrêter un député, poursuivre un député durant tout le temps qu'il est député en exercice sans l'autorisation de la chambre parlementaire à laquelle il appartient. Vous comprenez? Le juge maintient la pression sur Jacques Ewo, dans l'espoir sans doute de forcer Jacques Ewo à partir en exil comme son oncle, Noël Akossi Benjo. Mais Jacques Ewo, le candidat sans bruit, est un homme qui a encore l'énergie physique pour supporter la lutte. Jacques Ewo n'a pas fui, ce qui a compliqué les calculs des flics de M. Ouattara. Le but, c'était de forcer Jacques Ewo à se réfugier dans une ambassade ou à fuir, ce qui permettait de justifier par la vacance de poste son remplacement. Jacques Ewo est resté là. Et donc, il fallait continuer de le harceler. Il fallait continuer de lui donner le sentiment qu'à tout moment, on le jetterait en prison. C'est alors là qu'Alain Michel Lobognon, mon frère et ami, mon compagnon de lutte, laisse parler quelque chose que nous avons dans le cœur. Nous, les compagnons du leader Guillaume Kigbafori Soro. Ce que nous avons dans le cœur, nous n'avons pas toutes les qualités. De toutes les façons, personne en ce monde n'a toutes les qualités. Mais ce que nous avons dans le cœur, les anciens négro-égyptiens ont appelé ça la Mahat. La Mahat, c'est le sens de la vérité-justice. Quand la vérité-justice est blessée, nous sommes capables de renoncer à tous les avantages immédiats que nous offre une situation pour défendre la cause que nous estimons juste. Ça, c'est la marque déposée des véritables compagnons de Guillaume Kigbafori Soro. Ce sont des gens qui ont des colères face à l'injustice. Et quand ils ont des colères face à l'injustice, leur veste, leur voiture, leur villa, leur maison, leur faste ne valent pas leur dignité. Jamais ne valent leur dignité. Alain Michel Lobognon est député et se rend compte que son collègue député est encerclé dans sa maison. Et qu'un certain Adou Richard, soi-disant procureur de la République, mais en réalité procureur d'Alassane Ouattara, procureur accroupi, procureur à genoux, ce monsieur Adou est en train d'organiser le harcèlement physique, psychologique, pseudo-judiciaire contre Jacques Ewo au mépris de son immunité parlementaire. Quand vous êtes député de Côte d'Ivoire, vous vous comportez comme les députés de Côte d'Ivoire se sont comportés aujourd'hui. J'en profite pour saluer tous les honorables députés qui se sont massivement déplacés aujourd'hui 29 janvier au tribunal d'Abidjan pour soutenir le respect de la séparation des pouvoirs prévue dans la constitution ivoirienne et défendre le droit d'Alain Michel Lobognon de recouvrer la pleine jouissance de ses prérogatives, non seulement parlementaires, mais bien sûr avant tout citoyennes. Je vous salue, honorables, et honte à tous les députés qui sont restés sagement cachés chez eux, qui sont lâchement complices de la situation actuelle de violation des droits du Parlement, parce qu'ils pensent qu'elle leur profite, et que derrière tout cela, il y aura une caisse qui les récompensera de la série de lâchetés dans laquelle ils s'engagent. Honte à eux tous, à tous ceux qui ne sont pas solidaires d'Alain Michel Lobognon. Parce qu'Alain Michel Lobognon n'est pas entré dans cette affaire du plateau, il n'y est pas entré pour lui, il y est entré pour la République, pour le respect de la Constitution, pour le respect de la séparation des pouvoirs. Il y est entré pour que soit respecté tout le Parlement.
que ce soit les députés du PDCI, du RDR, de l'UDPCI, il y est entré pour que soit respecté l'engagement que les Ivoiriens se sont donné en novembre 2016 d'avoir une nouvelle constitution, laquelle consacre le principe de séparation des pouvoirs. C'est pour ça qu'Alain Leboyon est en prison. C'est pour la vérité-justice. La Mahat qui habite son cœur. Cette pulsion extraordinaire qui fait qu'un homme, même quand il est à genoux physiquement, il est debout spirituellement, il est debout moralement, il est debout politiquement. Alain Leboyon est ce genre d'homme-là. Et autour de Guillaume Soro ne demeurent que des hommes de cette trempe. Je vous l'ai montré récemment en abordant le cas du renégat, espion, traître, essuie-glace Sidiki Konaté, qui s'était permis de s'aventurer dans des prédictions sur l'agenda politique du président Guillaume Soro. Mais je passe. Alain Michel Leboyon a été solidaire de son collègue député pour protéger les lois de la République, pour protéger la Constitution. Car la Constitution, c'est la seule loi qui garantisse par son respect la sécurité, la liberté et la justice et la prospérité de tous. Dans une république, ce n'est pas un homme qui garantit la paix, ce n'est pas un homme qui garantit la liberté, ce n'est pas un homme qui garantit la tranquillité. Ce qui garantit la tranquillité, c'est que tous les hommes, tous les êtres humains, membres de cette république, soient respectueux de la loi. Et quand ils ne sont pas respectueux de la loi, soient sanctionnés selon et conformément à la loi. Alain Michel Leboyon écrit un tweet que je vous invite à écrire tous, si vous le voulez bien. Moi, je l'ai écrit 1000 fois. Mais bien sûr, je suis en France, vous me direz. Mais je ne vois pas le président Alassane Ouattara, avec sa justice stipendiée, arrêter l'ensemble des députés ivoiriens actuellement présents sur le sol ivoirien s'ils écrivent le même tweet qu'Alain Leboyon. Et là, je voudrais m'arrêter un peu pour vous filer un petit secret dans l'exercice des libertés démocratiques. Une liberté démocratique est inarrachable si elle est exercée à plusieurs. Si on est très nombreux à l'exercer en même temps, aucun tyran ne peut nous l'arracher. Les députés ivoiriens, s'il y en avait, je dis bien, s'il y en avait ne serait-ce que 20 ou 30 qui écrivaient aujourd'hui le même tweet qu'Alain Leboyon, Alassane Ouattara ne se permettrait pas de les arrêter. Il ne se permettrait pas de les faire arrêter. S'il y avait 150 députés qui avaient recopié le tweet d'Alain Leboyon et écrit en leur propre nom, Alassane Ouattara ne se permettrait pas de les arrêter. Les dictateurs frappent lorsque le groupe est dispersé. Un peu comme les prédateurs dans la jungle s'attaquent à l'animal le plus isolé du troupeau. Vous comprenez? Les dictateurs frappent lorsque le groupe est dispersé, un peu comme les prédateurs dans la forêt et la savane attaquent toujours l'animal qui est un peu à l'écart de son groupe. Parce qu'Alain Michel Leboyon a pris sur lui la responsabilité morale de défendre qui? Un député de la nation, qui n'est même pas de son parti politique, et qui n'est pas forcément du même bord politique que lui. Eh bien, le procureur Adou s'est saisi de cette occasion pour se saisir d'Alain Michel Leboyon le 15 janvier 2019 et le jeter en prison. Donc en fait, on peut dire que dans cette affaire, c'est lui qu'on attendait. Et du coup, nous pouvons passer au deuxième moment de cette conférence. Pourquoi c'est sur Alain Leboyon qu'on s'est jeté? Il y a eu beaucoup de protestations contre ce qui se faisait contre Jacques Ewo. Il y a eu beaucoup de tweets contestant ce que le procureur, le ministre Sansan Kambiré, un pseudo-ministre de la Justice, en réalité un poltron accroupi sous les ordres de M. Alassane Ouattara. Beaucoup de gens ont critiqué ce que font ce ministre, ce procureur et leur chef, celui qui donne des ordres. Et qui lui-même est un homme impulsif, un homme explosif, un homme imprévisible, un homme finalement, on le découvre incapable de la maîtrise subtile de l'État. N'est-ce pas? J'insiste pour dire que, mais pourquoi n'a-t-on pas arrêté d'autres personnes parmi ceux qui ont écrit des posts, écrit des tweets, écrit des articles? Si on regarde toute la presse ivoirienne autour de l'affaire Ewo, il y a eu des colères qui se sont exprimées. Pourquoi a-t-on spécialement choisi la colère d'Alain Leboyon, la critique d'Alain Leboyon, pour arrêter Alain Leboyon? Ce n'est pas Alain Leboyon. Ce n'est pas Alain Leboyon qui est visé par son arrestation. Allons dans les intentions de l'arrestation.
Alain Lobognon est arrêté dans la même stratégie utilisée par Alassane Ouattara contre Soul to Soul. Alain Lobognon est utilisé comme otage pour faire pression sur le leader de la génération politique d'Alain Lobognon et son chef pendant de longues années, son patron historique, Guillaume Kigbafori Soro. Ne vous trompez pas, on a choisi Alain Michel Lobognon parce qu'on visait Guillaume Soro. Retenez-le bien. Beaucoup de gens ont parlé, hein. Au plateau, dans la rue, des gens ont insulté le procureur, des gens ont insulté le ministre de la Justice, des gens ont insulté le président de la République. On n'en a pas choisi un seul pour l'arrêter. Parce qu'on sait qu'ils avaient raison d'être en colère. Mais dès qu'Alain Michel Lobognon a écrit un tweet civilisé, qui dit que malgré l'article 92 de la Constitution et malgré le règlement de l'Assemblée nationale qui interdit l'arrestation et le harcèlement d'un député dans l'exercice de ses fonctions, le procureur Adou a donné l'ordre d'arrêter notre collègue Jacques Ewo. Voilà la phrase pour laquelle aujourd'hui on nous dit qu'Alain Michel Lobognon mérite 1 an de prison. Un tweet, 1 an de prison. Un tweet, 1 an de prison. Voilà le nouveau portrait robot de M. Alassane Ouattara. On s'est donc saisi d'Alain Lobognon dans le cadre d'une stratégie de chantage psychologique, de harcèlement psychologique contre Guillaume Soro. Si vous vous souvenez, le 9 octobre 2017, on enlevait à notre affection, pendant 8 mois, notre frère Koné Kamaraté Souleymane, dit Soul to Soul, ministre plénipotentiaire de son État, directeur du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. L'accusation était énorme. On l'accusait d'avoir tenté de renverser les institutions de la République pour prendre le pouvoir. Bon, ça aurait été la seule histoire où il y a un coup d'État fait par une seule personne. Même le coup d'État, le pseudo-coup d'État du Gabon qu'on a vu l'autre jour, n'était pas aussi ridicule que celui qui a été attribué à Soul to Soul. Vous-même, vous avez vu, pendant 8 mois, nous avons argumenté ici dans les médias pour expliquer que jamais Guillaume Soro ni ses compagnons n'ont été dans la posture ou la volonté de prendre ou de renverser les institutions ivoiriennes actuelles. Parce que nous avons parfaitement conscience, comme notre leader, qu'il s'agit de faire passer la Côte d'Ivoire de la période de la belligérance et du conflit à la période de l'état de droit. Ça, c'est décidé depuis très longtemps. Et toute l'orientation qu'il nous donne, et toute l'orientation que nous nous donnons, c'est de favoriser l'avènement de l'état de droit avec le minimum, et même, autant que possible, aucune perte humaine. C'est dans cette optique que Guillaume Soro nous coordonne. C'est dans cette optique que Guillaume Soro nous amène à exercer nos libertés. On accusait Soul to Soul de détenir 6 tonnes d'armes qui se sont avérées être des armes du dispositif secret défense de la République de Côte d'Ivoire. Armes parfaitement connues par tous les sécurocrates du régime, à commencer par le président de la République, chef suprême des forces armées lui-même. Puisqu'on voulait lui faire un procès, et qu'il était prêt donc à parler pour expliquer comment ces armes s'étaient retrouvées dans l'une de ses résidences, on l'a libéré sans procès. En droit, quand on vous libère sans procès, c'est qu'on reconnaît que vous êtes innocent. On devrait même vous indemniser pour cela. Parce que on a eu peur que ce que vous direz se retourne contre ceux qui vous ont faussement accusé. Alain Michel Lobognon est donc choisi parmi tous ceux qui ont réagi dans l'affaire Ewo pour remettre la pression sur Guillaume Kigbafori Soro. Mais on arrête Alain Lobognon quand? N'oubliez pas qu'on l'a arrêté le 15 janvier 2019. Le soi-disant congrès du RHDP unifié devait avoir lieu quand? Il devait avoir lieu le 26 janvier 2019. Si vous comprenez bien, on arrête Alain Michel Lobognon pour forcer Guillaume Soro à rejoindre les rangs du RHDP unifié. Vous avez compris? Si Guillaume Soro, dans un moment de faiblesse d'esprit et de vision, s'était rendu à la soupe infecte du RHDP, qui est la soupe de la destruction de toutes les libertés, de toutes les démocraties, toute la démocratie ivoirienne, Alain Michel Lobognon aurait été relaxé. Il aurait été relaxé aujourd'hui. Car en réalité, s'ils se sont donné 2 semaines
de délai avant de juger une affaire de tweet. C'est parce qu'il voulait laisser passer le congrès du 26 janvier pour voir si Guillaume Soro y venait ou pas. Et en fonction de sa venue ou de sa non-venue au soi-disant congrès du RHDP, on libérait ou on ne libérait pas Alain Michel Lobognon aujourd'hui. Il faut que vous compreniez bien ça. Mettez-le bien dans le crâne. Il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les tribunaux sont accroupis. Vous avez lu les déclarations des deux principaux syndicats de la magistrature, se plaignant des intrusions de l'exécutif, des menaces de l'exécutif, du harcèlement de l'exécutif. Vous avez lu les déclarations du barreau des avocats de Côte d'Ivoire. Vous les avez entendues. Vous avez lu les communiqués de l'Union interparlementaire. Vous avez lu les communiqués de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est en réalité pratiquement 200 parlements du monde. Tous ces communiqués dénoncent la dérive dictatoriale de M. Alassane Ouattara. Laquelle dérive est au cœur du livre que je publie cette semaine à Paris, dans les 3 jours qui viennent, et qui s'intitule « Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire, déception de l'ère Ouattara et nouvelle génération ». C'est un livre central, un témoignage sur la descente aux enfers d'un régime qui était supposé ne pas recommencer ce qu'il prétendait condamner. Je viens de finir le 2e moment de cette vidéoconférence. Je vous ai expliqué pourquoi on a choisi parmi tous ceux qui ont critiqué le tripatouillage du plateau, la brutalité du plateau, tous ceux qui ont critiqué l'instrumentalisation de la justice au plateau par le président Alassane Ouattara, son ministre de la Justice Sansan Kambile et son procureur accroupi, c'est comme ça qu'il s'appelle, Richard Adou. Parmi tous ceux qui ont critiqué, on a choisi Alain Michel Lobognon parce qu'il servait d'otage. Il servait de rançon pour forcer notre leader, Guillaume Kigbafori Soro, à se rendre au congrès du RHDP et ainsi à renier la MAAT qu'il habite. Je vous ai parlé de la MAAT. La MAAT, c'est la vérité justice. C'est quelque chose qui se trouve dans le corps physique, quelque part ici au centre de notre corps, dans la zone du plexus solaire, selon les anciens sages égyptiens. C'est quelque chose qui est le cœur profond de notre être. Chez Guillaume Soro, ce hara fondamental, qui est le domaine de la MAAT, c'est-à-dire la vérité justice incarnée et brillant en tout homme qui l'écoute, a déterminé son refus de se rendre à cette soupe infecte que vous avez vue le 26 janvier 2019 à Abidjan. La détention prolongée ce soir du député Alain Michel Lobognon est une sanction du dictateur au refus de notre leader Guillaume Kigbafori Soro de se soumettre à sa dictée. Car le RHDP, qu'est-ce que c'est? Il faut que j'en fasse un peu l'histoire. Vous êtes pratiquement 700 à suivre cette conférence en direct et certains pourraient ne pas savoir ce qu'on appelle RHDP. Je vais faire un abrégé historique pour que vous sachiez pourquoi ce parti n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est comme peau de chagrin. Une amie m'a dit une métaphore que j'aime bien. Ce parti est maintenant rabougri comme un vieux sachet de Lipton. Je vais vous expliquer pourquoi. Le RHDP a été fondé en 2005 à Paris, à l'initiative du président Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA, et principalement donc du président Alassane Ouattara et de 2 ou 3 autres présidents de partis, comme l'UDPCI, le MFA, d'Anaki Kobena, etc. En tout cas, les 2 grandes têtes du RHDP en 2005 à Paris, ce sont les 2 anciens frères ennemis, les présidents Bédié et Ouattara. C'était donc un groupement de partis politiques, car en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui dispose de la manière dont fonctionnent les partis politiques. C'est la loi d'août 1993. Et cette loi dit qu'en Côte d'Ivoire, on peut appartenir à un seul parti politique à la fois. Et le parti politique auquel on appartient peut appartenir à son tour à un groupement de partis politiques. Donc la loi ivoirienne d'août 1993 ne prévoit pas qu'un individu soit capable d'appartenir à 2 partis politiques en même temps. Or, chers amis, si le RHDP est né comme parti unifié le 26 janvier, dites-moi très clairement à quel parti appartiennent et appartenaient jusque-là ceux qui étaient membres du RDR, ceux qui étaient membres de l'UDPCI, etc. Le 16 juillet
2018, le président Alassane Ouattara, président de la République, s'est fait installer comme président du RHDP. Le RHDP qui était déjà à l'époque décrété comme parti unifié. Mais par ailleurs, il est le président d'honneur du RDR. C'est-à-dire qu'il était désormais, à partir du 16 juillet 2018, membre de 2 partis. Dès lors qu'il a utilisé l'expression parti unifié du RHDP, il violait la loi de 93. Et depuis le mois de juillet 2018 jusqu'à ce mois de janvier 2019, tous les hauts cadres du soi-disant RHDP ont violé la loi de 1993 sur les partis politiques parce qu'ils appartenaient en même temps à plusieurs partis politiques. Bon, vous avez encore là une illustration de l'obsession du viol constitutionnel chez Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a un problème avec les lois fondamentales. Il ne les aime pas. Parce que les lois fondamentales demandent une maîtrise de soi, une retenue morale, et puis la capacité de souffrir que le monde ne ressemble pas à nos desiderata. Chez les personnages narcissiques, l'existence des lois est une très grande source de souffrance. Alors que chez les personnages maîtrisés, l'existence des lois est une source de régulation, d'équilibre, d'harmonie. Quand vous avez affaire à un individu déséquilibré, par un narcissisme, un égoïsme, une idée extrêmement haute de lui-même, le fait qu'il y ait une loi est toujours vécu comme une souffrance. Un peu comme, je ne sais pas, le singe qu'on met derrière une vitre, derrière laquelle on place une banane. Les dictateurs ont un problème avec la loi, c'est qu'ils se comportent face à la loi, un peu comme des singes placés derrière des vitres où on aurait placé une banane. Ils se cognent en permanence contre la loi. Ils ont besoin de se cogner contre la loi, obsessionnellement contre la loi. Ils n'existent qu'en cognant la loi. L'obsession du viol constitutionnel. Retenez bien cette expression, elle pourrait faire une belle aventure dans la médiasphère politique. Le RHDP, créé en 2005, c'était un groupement de partis politiques qui a permis à Alassane Ouattara d'être élu président de la République en 2010. Car au premier tour, Alassane Ouattara, actuel président de la République, n'était pas l'homme politique le plus célèbre, le plus populaire de Côte d'Ivoire. Disons-nous la vérité. Au premier tour de l'élection de 2010, l'homme politique le plus populaire de Côte d'Ivoire s'est révélé être Laurent Koudou Gbagbo. C'est lui qui s'est placé premier au premier tour avec 38% des voix. Alassane Ouattara, avec 6% de voix derrière, était à 32% de voix et Henri Konan Bédié était à 25% de voix. C'est-à-dire que si la constitution ivoirienne de 2000, qui a permis l'organisation de l'élection de 2010, était une constitution qui prévoyait l'élection au premier tour, c'est Laurent Gbagbo qui aurait été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Regardez par exemple le cas de la constitution de la République démocratique du Congo, qui prévoit que celui qui arrive premier au premier tour, même s'il n'a pas plus de 50%, c'est lui le président de la République. Et c'est comme ça que le président Félix Tshisekedi Tshilombo a pu être élu au premier tour. Donc si on avait une constitution en Côte d'Ivoire prévoyant que le candidat qui arrive le premier au premier tour est le président de la République, Laurent Gbagbo aurait battu Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié dès le premier tour. Ça devait ramener Alassane Ouattara à être humble. Parce qu'il a fallu qu'Henri Konan Bédié, dont la maîtrise du PDCI-RDA est incontestable et incontestée, appelle l'électorat classique du PDCI-RDA à soutenir le candidat du RDR dans le cadre du respect de l'accord de 2005 pour qu'Alassane Ouattara rattrape son retard sur Laurent Gbagbo et prétende l'avoir battu. L'argument massif qui établit qu'Alassane Ouattara a gagné le second tour de l'élection de 2010, c'est un argument qui établit aussi qu'Alassane Ouattara n'était pas l'homme politique le plus populaire de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il le dit lui-même dans une vidéo disponible aujourd'hui, sans Henri Konan Bédié, il le sait, il l'a dit plusieurs fois, il ne serait jamais devenu président de la République. Mais Henri Konan Bédié lui permet de devenir président de la République dans les urnes de la commission électorale indépendante. À la même époque, le Conseil constitutionnel n'est pas d'accord. Il y a un arbitre international, l'ONUCI, qui penche pour la commission électorale indépendante. L'ONUCI dirigée par un certain Yoon Jin-choi. Et c'est dans ces conditions que toutes les institutions internationales appuient le droit du président démocratiquement élu, reconnu par la CEI, et bien sûr, avec l'imprimatur de l'ONUCI, afin que celui-ci
afin que celui-ci puisse exercer l'effectivité du pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Il faut que Guillaume Kibafori Soro et les forces nouvelles, qui avaient déjà mené de longues années de lutte pour rééquilibrer les rapports de force politique en Côte d'Ivoire depuis 2002, et qui avaient signé l'accord de paix de Ouagadougou en 2007, il faut qu'ils reprennent le maquis pour installer dans la sueur, le sang et les larmes le président démocratiquement élu au pouvoir, finalement, un certain 11 avril 2011, qui n'est un jour de gloire pour personne, parce que c'est ce jour-là que l'expérience démocratique ivoirienne, au total, s'est humiliée. C'était l'humiliation collective de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, on a vu des scènes dont on ne peut pas être fier si on aime le pays, c'est-à-dire le pays rassemblé. Un camp a perdu la bataille militaire parce qu'il a fait face à une organisation plus forte que la sienne. Il a fait face au soutien du droit international au camp du président élu, reconnu par la CEI et l'ONICI. Il a perdu dans ces conditions. Donc on peut aussi conclure que sans Guillaume Soro, c'est une vérité scientifique, personne ne peut la contredire, Alassane Ouattara ne serait jamais devenu président de la République. D'abord, pour devenir candidat à la présidence de la République, il a fallu que Guillaume Soro signe les accords de Pretoria et que Laurent Gbagbo prenne, en vertu de l'article 48 de l'ancienne Constitution, un décret autorisant M. Alassane Ouattara, malgré son passif critique, à devenir candidat. Donc la lutte de Guillaume Soro depuis 2002 permet à Alassane Ouattara en 2005 d'être candidat. Et c'est la lutte de Guillaume Soro avec l'appui d'Henri Konan Bédié qui permettent au président Alassane Ouattara d'exercer l'effectivité du pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Alassane Ouattara lui-même qui l'a dit. Les vidéos existent où il le dit, où il présente Guillaume Soro comme un homme d'État, comme un patriote qui a sauvé la nation. Ce n'est pas moi qui le dis, je cite le président Ouattara. Donc, le RHDP arrive au pouvoir en 2010-2011 avec les trois fondamentaux que je cite. Premièrement, aucune aile du RHDP n'est majoritaire toute seule. C'est-à-dire que Alassane Ouattara n'est pas majoritaire quand il arrive au pouvoir. Il n'est pas majoritaire tout seul. Pour qu'il soit majoritaire, il faut qu'il soit associé à Henri Konan Bédié et à la génération incarnée par Guillaume Kibafori Soro. Henri Konan Bédié n'est pas majoritaire tout seul. Le PDCI ne peut pas, à lui tout seul, faire la majorité en 2010-2011. Et les forces nouvelles de Guillaume Kibafori Soro ne sont pas non plus majoritaires toutes seules. Ce sont ces trois forces qui se mettent ensemble pour faire la large majorité qui va stabiliser la Côte d'Ivoire pendant le premier mandat du président Ouattara. Le RHDP implose à partir du moment où le président Alassane Ouattara refuse de respecter à l'intérieur de l'Alliance une norme de rotation de la candidature à la présidence de la République. Alors que ces deux alliés l'ont supporté pour ces deux mandats, conformément d'ailleurs à la Constitution, Alassane Ouattara, au moment où il commence à faire son deuxième mandat, se met à tromper ses alliés, à rouler ses alliés dans la farine pour confisquer le pouvoir. Mais il a oublié qu'il est arrivé au pouvoir étant déjà minoritaire et qu'il était seulement deuxième derrière Laurent Gbagbo. Il a oublié que c'est en additionnant le soutien de Bédié et le soutien de Soro qu'il a fait une majorité large qui a permis de tenir le pays pendant le premier mandat. Il décide donc lors du deuxième mandat de se débarrasser de ces deux alliés et d'imposer ce que nous observons aujourd'hui dans le pays. Je démontre dans mon livre qui sort cette semaine que si vous voyez Alassane Ouattara devenir violent envers le PDCI, comme il est devenu violent envers les forces nouvelles, c'est parce qu'il veut compenser son déficit de légitimité démocratique. Comme il sait qu'il est arrivé étant minoritaire au sommet de la République, il a décidé de fabriquer une majorité artificielle par la force militaire, la force armée. Il a décidé de l'utiliser, de fabriquer une majorité artificielle par quoi? La force de l'argent, la corruption massive des cadres de toutes les formations politiques qui seraient vulnérables. Il a décidé d'utiliser aussi la force du mensonge, la force de la ruse. C'est pour ça qu'il a bien sûr roulé le président Henri Konan Bédié dans la farine en faisant semblant d'adhérer à l'appel de Daoukro. Et dès que l'appel de Daoukro lui a permis de devenir président pour le deuxième mandat, il a jeté l'appel de Daoukro à la poubelle. C'est ainsi qu'il s'est amusé à rouler notre leader générationnel, le président Guillaume Kibafori Soro, depuis son accession au second mandat. D'abord en montant une constitution contre Guillaume Soro. Nous savons très bien que la réforme du Dauphinat constitutionnel visait Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro n'est pas un homme qui fait sa politique pour des postes.
Il ne fait pas de la politique pour des postes. Il fait de la politique pour la Côte d'Ivoire et pour ce que j'ai appelé au départ de cette conférence, la Mahat, la vérité-justice. Cette énergie qui fait qu'un homme est prêt pour la dignité, pour la vérité, pour ce qu'il estime juste, à larguer toutes les amarres. Eh bien, il s'exerce à rouler Guillaume Kigbafori Soro dans la farine. D'abord, en modifiant la constitution de cette manière. Tout le monde sait très bien que ça vise Guillaume Soro, mais Guillaume Soro sait que cette constitution, elle est aisément révisable et que de toutes les façons, lui, il n'est pas attaché, accroché au poste de président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un ADN, ce n'est pas un groupe sanguin. Guillaume Soro n'est pas non plus quelqu'un qui espérait devenir président de la République par dauphinat constitutionnel. Devenir président de la République par dauphinat constitutionnel, c'est presque une malédiction. On a vu ce que ça a coûté au président Bédié d'être devenu président de la République en recevant le dauphinat par le président Houphouët, sans être passé par une première épreuve démocratique ouverte avec le peuple. Ça lui a coûté la fragilité de sa réélection de 1995 et ça lui a coûté le fait que les autres se sont coalisés contre lui et ont bénéficié du coup d'État du général Guéhi le 24 décembre 1999. Donc le dauphinat constitutionnel, c'est souvent une malédiction. Le Cameroun en souffre. Monsieur Biya, qui est au pouvoir depuis 37 ans, c'est un ancien dauphin constitutionnel. Par glissement, il est devenu président. Et vous savez que les parvenus sont très dangereux. Les gens qui arrivent au sommet de l'État par effraction, par glissement, sont très dangereux. Et on se rend donc compte aujourd'hui que parce que M. Ouattara veut absolument violer les articles 55 et 183 de la Constitution, qui limitent les mandats à 2, et lui interdisent même de parler d'un 3e mandat, il a décidé de violenter ses alliés, de les écraser et de fabriquer des simulacres, c'est-à-dire en réalité des clones de ses alliés et de les agiter devant le monde entier pour dire « Voyez, j'ai une majorité, j'ai une large majorité ». Autrement dit, Alassane Ouattara brutalise le vrai PDCI-RDA et il fabrique un faux PDCI-RDA qu'il veut montrer au reste du monde en disant « Vous voyez, j'ai le PDCI-RDA dans mon alliance ». C'est pour ça qu'il vole les logos. Il vole les logos du PDCI-RDA. C'est une honte pour un président de la République. Organiser le vol des logos d'un parti dont vous n'êtes pas le président. Il fabrique aussi une fausse adhésion des cadres des forces nouvelles à sa nouvelle politique d'escroquerie anticonstitutionnelle, en prenant les plus faibles, les plus malléables, des individus sans consistance, des individus qui ressemblent à rien, comme Sidiki Konaté. Il les prend et il les agite comme ça, comme étant des espèces de soroïstes de substitution qui viendraient lui donner la caution de la lutte générationnelle des forces nouvelles. Mais en réalité, le RHDP que vous voyez aujourd'hui, c'est le clan isolé de M. Alassane Ouattara à la tête de l'État. Ce n'est plus la majorité avec laquelle il a conquis le pouvoir pour avoir la victoire de 2010, 2011 et pour avoir la victoire de 2015. Alassane Ouattara n'a jamais pu gagner l'élection présidentielle avec son seul parti. Et en Côte d'Ivoire, il est très difficile de gagner une élection présidentielle avec un seul parti. Vous le savez tous. Donc le RHDP actuel, c'est un simulacre, c'est un leurre, c'est un faux RHDP. C'est un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui, dans tout ce qu'on appelle la communication à distance, le hologramme. Un hologramme, j'espère que vous savez ce que c'est. Par exemple, moi je suis ici, mon corps physique est ici, mais je peux faire projeter mon hologramme à Toulouse, ou à Abidjan, ou à Tengrela, je peux faire projeter ça. D'accord? Le parti d'Houphouët-Boigny, c'est le PDCI-RDA. C'est ça la réalité. L'oufouettisme, c'est là-bas. Si vous êtes oufouettiste, vous allez au PDCI-RDA. D'accord? Maintenant, le faux oufouettisme, c'est-à-dire l'hologramme de l'oufouettisme, c'est le RHDP. Le groupe, la génération qui a lutté pour faire entrer des forces nouvelles dans la classe et le jeu politique ivoirien, pour faire entrer les jeunes Ivoiriens à l'intérieur de l'État, cette génération, celle qui s'apprête en réalité à exercer les grandes charges de l'État de Côte d'Ivoire, c'est la génération incarnée par Guillaume Kigbafori Soro. Cette génération n'est pas représentée dans le RHDP. Vous avez bien vu comment M. Alassane Ouattara a vidé depuis 3 ans l'essentiel des cadres fidèles et solides des forces nouvelles de la majorité au pouvoir. Il les a même chassés de leur travail, privant leurs enfants du pain du jour. Et il les harcèle aujourd'hui pour les déloger par tous les moyens possibles du Parlement ivoirien. Vous avez bien vu cet homme-là parler. Donc je vous le dis très clairement.
En un mot, comme en mille, le procès fait contre Alain Lobognon est un procès politique. Et Alain Lobognon est un prisonnier politique. Donc j'en viens à la conclusion de cette conférence. Comment va-t-on s'en sortir? À mon avis, il faut d'abord être convaincu qu'Alain Lobognon est un prisonnier politique. Si Alain Lobognon est un prisonnier politique, c'est donc une mobilisation politique, c'est donc une solution politique qui va le libérer. Une solution politique ne peut le libérer que si Alassane Ouattara reçoit du peuple de Côte d'Ivoire un signal fort qu'il ne peut plus emprisonner qui il veut quand il veut. Une solution politique ne va apparaître que si Alassane Ouattara se rend compte que dès ce soir, le nombre de tweets qui lui sont hostiles est tellement élevé qu'il ne sert à rien d'envoyer son procureur accroupi arrêter quelqu'un. Il faut le critiquer vertement, il faut le dénoncer vertement en attendant que la plateforme de l'opposition qui est en train de s'organiser le contraigne à reculer et à reconnaître les libertés. Les députés étaient aujourd'hui au plateau. Ils ont essayé d'accéder à l'enceinte du tribunal pour assister leurs collègues jugés par le pouvoir exécutif. Ils ont été empêchés d'entrer dans le tribunal au plateau d'Abidjan par un ordre du ministère de la Justice représenté par le procureur. Et le ministère de la Justice n'est rien d'autre que le bras exécutoire du président de la République, Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara a interdit aujourd'hui aux députés de la nation ivoirienne d'entrer dans un tribunal de la nation ivoirienne pour assister pacifiquement au jugement de leurs collègues. Mais les députés sont venus et ils ont eu le courage d'afficher leur désaccord avec la dérive dictatoriale de M. Ouattara. Pour que plus personne ne soit emprisonné dans des conditions ubuesques, honteuses, ignominieuses, scandaleuses, comme Alain Michel Lobognon l'est actuellement, il faut qu'une majorité démographique du peuple de Côte d'Ivoire s'organise dans le cadre des partis politiques de l'opposition pour porter la protestation contre le régime. Je dis bien que les libertés qu'Alassane Ouattara confisque, il les confisque en utilisant les moyens politiques. Il faut les lui arracher par des moyens politiques. Bien sûr, la justice suit son cours. La justice suit son cours, puisqu'il y a un appel. Mais pendant que la justice suivra son cours, il faut que la société ivoirienne continue de se mobiliser comme elle a commencé. Aujourd'hui, on a vu les députés, on a vu les avocats du barreau de Côte d'Ivoire, on a vu la déclaration des magistrats menacés par le régime Ouattara. Il faut que l'ensemble des corps vivants de la société ivoirienne revendiquent les libertés qui sont aujourd'hui volées. Il n'y aura plus d'Alain Michel Lobognon en cellule à la Maca si Alassane Ouattara se rend compte qu'il ne peut pas emprisonner tous les Ivoiriens qui vont revendiquer le droit d'être respectés comme citoyens dans leur pays. À mon avis, c'est le point central. Alain Michel Lobognon n'est pas en prison pour lui-même. Il est en prison pour nous tous qui sommes des fils natifs ou adoptifs de la Côte d'Ivoire. Il est en prison pour que toi, tu puisses assister à la présente conférence sans être enlevé, sans être rapté, kidnappé. Il est en prison pour que moi, je puisse m'exprimer dans cette conférence sans être menacé, sans que mes biens ou quoi que ce soit soient détruits. Il est en prison pour que nos libertés constitutionnelles soient respectées. Alain Lobognon offre le temps de sa vie actuelle en prison en Côte d'Ivoire pour montrer qu'on peut dire non à Alassane Ouattara. Pour montrer à ceux qui ont peur que la peur ne résoudra jamais la question de la dictature et que la question de la dictature doit se résoudre par l'intelligence collective, l'action concertée. Tant que le régime Ouattara ne recevra pas un message encore plus puissant de la société ivoirienne, des prises d'otages vont continuer. Des arrestations ubuesques vont continuer. Des intimidations vont continuer.
tant que le procureur Adou n'a pas pu voir que le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus se faire avoir, il va continuer d'exécuter les ordres abjects de M. Alassane Ouattara. Il s'agit donc de bien prendre conscience qu'Alain Lobognon est en prison aujourd'hui pour patienter l'éveil de son peuple, la prise de conscience de son peuple. Si nous faisons partie de ceux qui, sous la houlette du président Guillaume Kigbafori Soro, appelons au pardon et à la réconciliation, nous n'en sommes pas pour autant devenus des moutons de Panurge qui se soumettraient à un quelconque dictateur. J'insiste aussi pour dire que la brutalité du verdict rendu aujourd'hui à Abidjan, qui condamne à 1 an, 300 000 francs CFA d'amende, un député de la République pour avoir défendu la séparation des pouvoirs, cette brutalité s'explique par le fait que très clairement, M. Alassane Ouattara, actuel président de la République en fin de mandat, et qui sait très bien que c'est son dernier mandat, veut par tous les moyens empêcher le leader de ma génération politique, Guillaume Kigbafori Soro, à se porter et à être candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour 2020. Nous sommes convaincus, je le dis avec une certitude absolue, que la compagnie Guillaume Soro sera de l'aventure de 2020. Le leader générationnel dans lequel je me reconnais n'est pas un homme qui fuit l'appel de son peuple. Il n'est pas un homme qui abandonne son peuple dans les griffes d'une tyrannie nouvelle. Mais il a choisi de rebâtir son peuple en économisant autant que possible, dans toute la mesure du possible, par toutes les manières possibles, chaque goutte de sang ivoirien. C'est cette voie de patience, de persévérance, c'est cette voie d'intelligence, de sagesse, de force et de beauté que Guillaume Kigbafori Soro a choisi. La mère poule ne va pas au combat parce qu'elle sait qu'elle a des poussins. Le jeune peuple de Côte d'Ivoire, 70% de gens de moins de 35 ans, ne peut pas se payer le luxe d'aller à nouveau à une conflagration, à une déflagration. Par conséquent, il faut faire reculer le dictateur par une résistance organisée, une résistance pacifique, mais une résistance ferme, qui lui donne un message très clair. Nos libertés ne sont pas à vendre. Nos libertés ne s'achètent pas avec 2000 francs CFA, un morceau de chiffon, comme l'a si bien dit le président Henri Konan Bédié, et un t-shirt. Nos libertés sont invendables. Donc je tiens à dire à tous ceux d'entre vous qui partagent l'analyse que je viens de faire, non seulement des causes de l'arrestation d'Alain Michel Lobognon, mais aussi en réalité du motif profond du fait que c'est lui qu'on a arrêté. Et enfin, de la solution pour en sortir, que tous ceux qui partagent avec moi l'analyse que je viens de faire veuillent bien la mettre à la disposition du public. À toi, honorable Alain Michel Lobognon, j'adresse au moment de conclure cette conférence mes fraternels hommages et ma certitude que comme Soul to Soul, tu es entré grand en prison et tu en sortiras tel l'Hermès Trismégiste 3 fois plus grand. Chers amis, je vous remercie. Je vous remercie. Tenons bon. Tenons bon. La marche a commencé. Je vous remercie. Je vais donc arrêter cette première conférence et observer une petite pause avant de parler dans un quart d'heure, très brièvement, du deuxième sujet de cette soirée, à savoir l'incarcération du président élu de la République du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Je vous remercie.